Dans le contexte du travail, l'audace et le courage se matérialisent de différentes façons. Militer pour des changements dans les pratiques de gestion des ressources humaines, affronter un gestionnaire qui génère une ambiance toxique ou encore dénoncer des pratiques frauduleuses, comme dans le cas des lanceurs d'alerte, sont toutes des preuves d'audace. Dans le chapitre qui accompagne cette séance, nous décrivons plusieurs formes d'audace et de courage. Dans cette capsule-ci, nous nous concentrerons plutôt sur deux types de personnes qui font preuve d'audace, les innovateurs et les entrepreneurs. L'innovateur, c'est quelqu'un qui va chercher à faire les choses différemment. Donc, il essaie d'introduire des nouvelles façons de faire. On faisait les choses d'une certaine façon, va considérer pour une raison ou une autre que c'était insatisfaisant ou qu'il y a une façon différente de le faire, et va chercher à implanter ces nouvelles façons de faire-là. Donc, on a une distinction ici entre le créatif, on va dire, et l'innovateur. L'innovateur a vraiment cette finalité d'utilité, finalement, dans sa démarche pour changer les méthodes. La créativité, c'est propre aux individus. L'innovation, c'est propre aux organisations. Souvent, on parle d'innovateur, mais j'aurais tendance à vous dire qu'on devrait parler de créatif, parce que l'innovation, c'est un processus organisationnel. Le créatif, c'est l'individu qui est créatif, qui a une capacité à avoir de nouvelles idées, parce que vous avez beau inventer le produit ou le service qui soit le plus génial possible, qui ferait de vous un créatif ou un inventeur de grande renommée, si ça ne sert à rien, si ça ne répond à aucun besoin, votre invention ou votre créativité ne sert à rien. Alors, les caractéristiques d'un innovateur, c'est quelqu'un qui a la capacité d'identifier les besoins d'une clientèle donnée. Il est toujours possible, lorsqu'on répond à des besoins, de créer de nouveaux besoins. C'est difficile, mais les meilleurs entrepreneurs sont capables de le faire, c'est-à-dire d'avoir une vision prospective, une vision dans le futur qui me permet peut-être de percevoir ce dont les gens auraient besoin dans 5, 10 ou 15 ans et d'y travailler aujourd'hui. Et le jour où le besoin se fera sentir dans la société, mon invention sera déjà prête à être développée et commercialisée. Les caractéristiques d'un innovateur s'apparentent beaucoup aux caractéristiques d'un entrepreneur. En fait, un innovateur est aussi un entrepreneur. Donc, premièrement, il doit avoir la capacité de bien lire les signaux du marché. Donc, un innovateur doit être capable de détecter dans le marché les lacunes et les besoins à combler. Deuxièmement, contrairement à ce qui est véhiculé dans la croyance populaire, un innovateur doit avoir quand même un certain niveau de scolarité et une formation. C'est très rare que des innovateurs soient des personnes qui n'ont jamais de formation et tout ça. Il y a des exceptions, mais la règle générale, c'est des grands experts dans leur domaine. Aussi, un innovateur doit être persévérant. À ce chapitre, par exemple, je peux citer Thomas Edison, qui a dû se reprendre 2000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. En répondant à un journaliste qui lui a posé la question « Comment vous êtes senti après avoir échoué 2000 fois dans votre processus d'invention de l'ampoule électrique ?» Edison répondit « Je n'ai pas échoué 2000 fois. J'ai découvert 2000 façons qui ne mènent pas à la fabrication de l'ampoule électrique. » Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit dans son environnement des occasions d'affaires que d'autres ne voient pas ou même qui les créent. En plus, il est en mesure de rassembler les ressources nécessaires et les compétences pour pouvoir les exploiter. Un entrepreneur, c'est essentiellement un être de passion. C'est quelqu'un qui est dans l'action, dans l'initiative. C'est quelqu'un qui a de l'audace. L'entrepreneur, il va voir des opportunités. Il voit dans son environnement des choses, il va vouloir résoudre des problèmes et surtout, il va prendre les moyens pour être capable de les exploiter, ces opportunités-là. On parle souvent des entrepreneurs comme des gens qui sont extrêmement persévérants. Donc, malgré les défis, les obstacles, vont continuer dans leur projet. Et donc, ce sont des gens innovants qui veulent, d'une certaine façon, changer le monde. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? En réalité, la réponse est beaucoup nuancée, c'est-à-dire qu'on va avoir certaines prédispositions à entreprendre par les traits de personnalité, les caractéristiques qui sont innées.
Ceci dit, on a besoin d'être dans un environnement qui va faciliter le passage à l'action, qui va faire qu'on découvre ce potentiel-là et qu'on peut l'exploiter. Donc, on peut acquérir également des compétences complémentaires au-delà de la personnalité qui vont servir finalement à réussir le projet d'entreprise. Comme l'a exposé la professeure Marie-Pierre Tremblay, les entrepreneurs ont des caractéristiques bien à eux et à elles qui leur permettent de mener à terme leur projet d'entreprise. Toutefois, on a souvent tendance à leur attribuer des caractéristiques ou des logiques qui ne sont pas nécessairement fondées. Le professeur Mathias Pépin nous éclaire d'ailleurs à ce sujet. Au tournant des années 2000, une chercheuse indienne qui a effectué son doctorat aux États-Unis, qui s'appelle Saras Sarasvati, a posé une question qui a fondamentalement changé la manière dont on conçoit l'entrepreneuriat aujourd'hui. La question qu'elle s'est posée, c'est quel est le processus de décision des entrepreneurs qui ont réussi? Après avoir étudié des entrepreneurs en série, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont créé plusieurs entreprises, elle est arrivée à la conclusion que les entrepreneurs pensent et agissent selon une logique qu'elle a appelée effectuale plutôt que causale. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que l'entrepreneuriat, essentiellement, on se fixait des objectifs et ensuite, on rassemblait des ressources pour réussir à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. C'est une logique causale. Dans la logique effectuale, la logique est complètement inversée, c'est-à-dire qu'on va plutôt partir des ressources dont on dispose pour se fixer un ou plusieurs objectifs à atteindre. On utilise souvent la métaphore du frigo pour expliquer la différence entre une logique causale et une logique effectuale. Imaginez que vous receviez des amis à souper à la maison. Dans une logique causale, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord établir la recette que vous voulez préparer, c'est-à-dire votre but. Vous allez aller à l'épicerie, acheter les ingrédients dont vous avez besoin pour rassembler les ressources, et finalement, vous allez cuisiner, c'est-à-dire réaliser votre but. Dans une logique effectuelle, la logique est inversée. Vous allez d'abord ouvrir le frigo pour voir les ingrédients qui sont disponibles, c'est-à-dire vos moyens. À partir de ces moyens-là, établir une recette possible et finalement cuisiner, c'est-à-dire réaliser votre but. Et par ailleurs, si vos amis amènent de nouveaux ingrédients en venant souper à la maison, ils multiplient la possibilité de recettes possibles et donc de nouveaux buts qui sont possibles à réaliser. La théorie de l'effectuation a remis complètement en cause la façon dont on considérait l'entrepreneuriat jusqu'à présent et en ce sens a permis également de remettre en question un certain nombre de mythes associés aux entrepreneurs et à l'entrepreneuriat de manière plus générale. Il existe différents mythes sur les entrepreneurs. Le premier est probablement celui qui dit que les entrepreneurs ne pensent qu'à l'argent. En fait, ils y pensent sûrement un peu, mais ce n'est pas leur motivation première. Quand on demande aux entrepreneurs pourquoi ils se sont lancés en affaires, ils vont répondre en grande majorité que c'était pour devenir leur propre patron. Souvent, ils ont la vision de ce qu'ils veulent faire. Ils veulent proposer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Ils sont prêts à mettre tous les efforts nécessaires pour que ce projet-là, cette vision-là se réalise. Alors, ce qui les motive avant tout, c'est davantage la réalisation, la concrétisation de leur projet que l'argent. Si l'argent vient, c'est certain qu'on va le prendre pour d'autres beaux projets, mais ce n'est pas une finalité première. On pense souvent à tort que les entrepreneurs sont essentiellement motivés par le profit, par le gain financier. C'est une erreur parce que la plupart des entrepreneurs sont plutôt motivés par un désir de dépassement, par le besoin de réalisation et surtout par un grand besoin d'autonomie et d'indépendance. Ce qui les anime, c'est pas nécessairement l'argent, mais c'est vraiment d'être capable de créer de la valeur pour les gens alentour d'eux. Donc, pour un marché, évidemment, l'argent, c'est essentiellement un indicateur de performance ou encore un élément, une ressource qu'ils doivent gérer. Mais c'est pas nécessairement le fondement qui va les amener à agir. Dans la théorie de l'effectuation, c'est pas l'argent qui motive l'entrepreneur. Ce qui va motiver l'entrepreneur, c'est sa capacité à agir pour modifier l'environnement. C'est le principe du pilote dans l'avion. Au lieu de subir son environnement, l'entrepreneur va créer un nouvel univers dans lequel il va être aux commandes. Un deuxième mythe serait celui de dire que les entrepreneurs sont des preneurs de risques, ils aiment les risques, ce sont des grands aventuriers. En fait, il faut les voir davantage comme des gestionnaires de risques.
Ce sont des gens qui voient les occasions d'affaires dans le marché et alors que d'autres pourraient juger que ce sont des occasions d'affaires qui sont trop risquées, eux, ce qu'ils ont comme aptitude, c'est d'aller chercher toutes les connaissances et les ressources nécessaires pour surmonter ces risques-là, jusqu'à ce que le niveau de risque leur devienne tolérable. On associe beaucoup l'entrepreneur à quelqu'un qui aime le risque. Encore une fois, c'est un élément de nuance qu'on doit apporter parce que finalement, l'entrepreneur, il doit agir avec le risque. Il y a des risques lorsqu'il prend des actions, lorsqu'il exploite des opportunités. Mais on parle plutôt de risques calculés. En fait, il faut comprendre que chaque individu perçoit le risque différemment. Donc, une situation que moi, je regarde, une opportunité, je vais la trouver extrêmement risquée, alors que quelqu'un à côté de moi qui a un profil entrepreneurial va percevoir le risque différemment, va plutôt être axé sur le gain potentiel plutôt que la perte. Ce qui fait qu'il va être amené à agir parce que selon sa perception, il est en mesure de gérer ce risque-là. Donc, lorsqu'on parle de risque, effectivement, il y en a lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, mais on parle de risque calculé et c'est essentiellement un élément cognitif, c'est-à-dire une différence de perception entre les individus. Au lieu de parler de prise de risque, la théorie de l'effectuation va plutôt parler du principe de perte acceptable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entrepreneur ne va pas prendre ses décisions en fonction de ce qu'il pourrait gagner, ce qui est toujours hypothétique. Il va plutôt prendre ses décisions en fonction de ce qu'il est prêt à perdre si la situation ne se déroule pas comme il l'a prévu. Et c'est bien là que se situe la gestion de son risque. Un troisième mythe serait de dire que les entrepreneurs sont des super-héros. En fait, il n'y a pas de profil d'entrepreneur, il n'y a pas de profil psychologique particulier. Ce sont des gens qui sont innovateurs, ce sont des gens qui sont persévérants, ce sont des gens qui veulent se réaliser et qui sont prêts à mettre toutes les énergies nécessaires pour le faire. Souvent, ce qu'on observe aussi, c'est qu'ils ne sont pas seuls, ils sont entourés. Donc, ils ont de la famille, ils ont des amis, ils ont tout un réseau de contacts, ils connaissent bien les ressources disponibles dans l'environnement qu'ils peuvent utiliser pour leur permettre de réaliser leur projet. L'entrepreneur, de la façon dont on le dépeint souvent dans les médias ou encore dans le grand public, c'est finalement un super-héros. L'entrepreneur, il a de l'audace, il est innovant, il est capable de tout faire, il peut mobiliser des ressources, il a de la vision, il a des idées. Mais c'est un mythe parce que l'entrepreneur, je dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est essentiellement un comportement collectif. Qu'on soit dans une équipe entrepreneuriale ou un entrepreneur seul à la barre de son projet, on ne l'est jamais totalement. On a besoin de clients, on a besoin de fournisseurs, on a besoin de partenaires, d'investisseurs, des gens qui nous soutiennent, les structures d'accompagnement. Donc, fondamentalement, l'entrepreneur est vraiment quelqu'un qui est entouré, qui est accompagné et les bons entrepreneurs sont ceux qui savent le faire également. Dans la théorie de l'effectuation, les questions importantes pour entreprendre sont les suivantes. Qui je suis, c'est-à-dire quelles sont mes valeurs, ma personnalité pour déterminer ce que je veux faire. Qu'est-ce que je sais, c'est-à-dire quelles sont les connaissances et les compétences dont je dispose déjà maintenant et que je pourrais valoriser. Et qui je connais, c'est-à-dire qui je suis capable de faire intervenir dans mon projet pour apporter finalement les ressources dont je ne dispose pas moi-même. Les mythes présentés par Marie-Pierre Tremblay, Sophie Veilleux et Mathias Pépin sont tenaces, mais ils commencent tranquillement à laisser leur place à une vision plus réaliste des entrepreneurs. On voit même émerger, avec beaucoup d'insistance, la notion d'entrepreneuriat responsable. Un entrepreneur responsable, c'est un entrepreneur, donc c'est quelqu'un qui voit les occasions d'affaires dans le marché et qui est en mesure de rassembler toutes les compétences et les connaissances et les ressources pour pouvoir les saisir, mais lorsqu'il le fait, il le fait dans le respect de l'environnement et des individus. À son tour, il est en mesure de mettre ses propres ressources et ses compétences à la disposition des autres acteurs de l'environnement pour pouvoir les aider, qu'ils soient d'autres entrepreneurs, des étudiants ou bref, tout autre acteur de l'environnement. L'entrepreneur responsable, c'est essentiellement que quelqu'un, d'une part, va prendre conscience de l'impact de ses actions sur lui-même, d'abord, sur la société et sur la nature, donc l'environnement. Suite à cette réflexion-là, va devoir être responsable, c'est-à-dire prendre des actions
qui sont optimales en fonction de ces impacts-là. Donc, il y a un certain arbitrage qui doit se faire et qui doit se faire pour éviter de nuire au projet. Donc, évidemment, on entend beaucoup parler de responsabilité sociale, on entend beaucoup parler d'éthique ou d'équité, mais en même temps, ça ne doit pas se faire au détriment de la faisabilité du projet. Donc, d'une part, on a la conscientisation et de l'autre part, la responsabilisation, c'est-à-dire la prise d'action en fonction de ces impacts-là et de cet arbitrage-là qu'on doit faire entre les différents impacts. Donc, comme formateur ou comme intervenant, praticien en entrepreneuriat, notre rôle devient un rôle d'aider les gens à développer des réflexes où ils vont être en mesure de faire cette prise de conscience-là et cet arbitrage-là pour le bien-être du projet et des acteurs qui sont alentour de ce projet-là. En tant que formateur, on dispose de plusieurs leviers pour former à un entrepreneuriat plus responsable. D'abord, on sait que les connaissances et les valeurs jouent un rôle important dans le choix de l'entrepreneuriat responsable. Autrement dit, plus un individu est conscient de la crise écologique et climatique actuelle, plus il a des connaissances qui sont solides à ce sujet et plus il a le sentiment que c'est le moment d'agir, plus il va avoir tendance à se tourner vers l'entrepreneuriat responsable. D'abord, il y a les valeurs qui sont tournées vers l'aide aux autres, comme l'altruisme, l'empathie, la coopération ou la solidarité. D'autre part, les valeurs qui vont être tournées vers le futur et qui vont permettre de prendre en considération les générations futures dans ces actions et dans les décisions qu'on va prendre. Il existe d'autres outils de modélisation d'affaires, par exemple le Flourishing Business Canvas, qui va précisément prendre en compte les éléments sociaux et environnementaux dans la modélisation d'affaires. Grosso modo, ce que se propose de faire ce Canvas, c'est de poser un regard systémique sur la création d'entreprises. Donc, il va inviter à prendre en considération que oui, une entreprise va créer de la valeur, mais elle va aussi détruire de la valeur, notamment en utilisant des ressources naturelles ou en concurrençant des solutions qui existent déjà sur le marché. Cet outil invite aussi à prendre en considération la gouvernance des entreprises, en incluant les parties prenantes qui y sont associées de manière directe ou non. L'aide aux entrepreneurs est de plus en plus disponible, ce qui est une excellente nouvelle considérant qu'ils et elles font face à de nombreux défis. Évidemment, démarrer une entreprise, c'est pas chose simple. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'obstacles. Essentiellement, on doit d'abord avoir une bonne idée. Une bonne idée, c'est quoi? C'est une opportunité qui est réelle, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel de marché qui est réalisable, donc pour lesquels on a les moyens, finalement, de l'exploiter. Par la suite, bon, évidemment, on n'est pas nécessairement dans un plan d'affaires, mais on doit planifier l'exploitation de cette opportunité-là. Donc, on ne peut pas se lancer dans le vide sans avoir réfléchi aux différents éléments nécessaires dans le projet pour éviter, évidemment, de faire des erreurs qui peuvent être catastrophiques, si on veut. Et par la suite, une fois qu'on a réfléchi à ce plan-là, bien évidemment, il faut mobiliser les ressources alentours pour être capable de le faire. On parle de ressources financières, mais les ressources humaines, on va aller chercher l'aide, les partenaires, donc vraiment de l'information, peut-être de la recherche et développement pour le produit. Donc, on doit essentiellement faire ces étapes-là. Et aussi mobiliser des gens alentours, donc une équipe qui va nous aider à monter le projet. Quand on évalue un projet d'entreprise, on va l'évaluer souvent en fonction des risques. Si on regarde, par exemple, autant un banquier qu'un quelqu'un qui fait du conseil, on va regarder d'abord le risque managérial qu'on appelle. Donc, est-ce qu'il y a un risque dans l'équipe? Est-ce qu'il y a des lacunes de gestion dans le projet? Est-ce qu'il y a des éléments dans l'équipe qui vont faire en sorte que ça peut nuire au succès du projet? On va aussi parler de risque commercial. Donc, peut-être qu'on a l'impression que le projet va atteindre une clientèle, qu'il y a un bon potentiel de clients, mais évidemment, tant qu'on ne l'a pas essayé, on n'est pas en mesure de le valider. Donc, il existe quand même un risque. Et plus on est dans l'innovation, moins les données sont tangibles encore parce qu'on est dans un nouveau marché où c'est très niché. À ce moment-là, le risque peut évoluer et peut être plus grand, finalement. On a aussi un risque financier. Bon, évidemment, selon la nature des projets, on peut avoir besoin d'un investissement important et les risques qui y sont associés peuvent être plus grands. Donc, vous voyez, risque financier, un risque technique également, risque technique associé, lui, au produit lui-même. Donc, est-ce que le produit, parce qu'il est soit technologique, complexe, comporte certains risques? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner et faire en sorte que finalement, ce qu'on voulait vendre puisse pas être vendu tel qu'on l'avait espéré? Donc, c'est pas simple, le démarrage, et on voit très bien avec tous ces risques-là qu'il y a beaucoup de choses à contrôler alentour du projet et des risques à gérer. Et finalement, c'est
la raison pour laquelle, entre autres, s'entourer est nécessaire lorsqu'on démarre un projet d'entreprise. Un défi important est celui de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre entre s'adapter aux besoins du client et garder le focus. Parce que différents clients peuvent avoir différents besoins et c'est très difficile de dire non quand on veut conclure nos premières ventes. Mais si on adapte notre projet constamment d'un client à l'autre et qu'on ne finit pas un produit qu'on pourra vendre de façon plus répétitive, mais ça va être très difficile de générer des nouveaux revenus qui vont nous permettre de développer un autre produit. Donc, c'est important de savoir garder le focus sur ce qu'on veut bien faire, de faire des adaptations et de choisir parmi les adaptations demandées celles qui vont nous permettre de développer un produit fini rapidement qui va pouvoir générer des revenus et là, par la suite, développer un deuxième produit qui répondra à d'autres besoins qui avaient été énoncés dans le marché. Quand on parle d'entrepreneuriat, je pense qu'on doit quand même adopter un regard critique. Souvent, maintenant, c'est un peu la tendance du jour, l'entrepreneuriat est biaisé très positivement. Donc, on parle de l'entrepreneuriat un peu comme étant la solution à tout. Tout le monde devrait devenir entrepreneur, on devrait créer des entreprises. Évidemment, il y a du bon là-dedans, mais il faut éviter de tomber dans le tout le monde devrait devenir entrepreneur parce que c'est absolument faux. Donc, évidemment, pour que les entreprises fonctionnent, on doit avoir des employés, on doit avoir des salariés, on doit avoir des gens qui travaillent. Donc, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. On peut développer chez tout le monde certaines aptitudes justement à l'innovation, à la créativité, mais dans le fait de créer une entreprise, évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite. Il faut donc faire attention. Je donnerai l'exemple, j'ai déjà lu dans un magazine d'affaires que bon, la future génération, tous les jeunes finalement deviendraient entrepreneurs, mais quand on lit l'article derrière, c'est essentiellement que tous vont devenir des travailleurs autonomes je me faisais cette réflexion-là à l'idée qu'on se trouve à précariser finalement des emplois, puis on se retrouve à ce moment-là comme travailleur autonome avec le risque qui vient avec. Donc, il faut adopter ce regard critique-là qui, malheureusement, est quand même très peu présent dans les médias, dans la réflexion du public. Et je suis une vendue de l'entrepreneuriat, donc j'y crois énormément. Mais je pense qu'il faut faire attention à penser que tous peuvent devenir entrepreneurs. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Cela dit, la valeur de l'audace se retrouve aussi chez les intrapreneurs. Un intrapreneur, c'est essentiellement quelqu'un qui va entreprendre, mais qui va le faire à l'intérieur d'une organisation existante. Donc, l'intrapreneur va partager avec l'entrepreneur certaines caractéristiques. Évidemment, c'est quelqu'un qui aime l'innovation, faire les choses autrement, qui a beaucoup d'autonomie, qui peut faire des choses par lui-même, mais il va devoir évidemment naviguer ou faire avancer son projet à l'intérieur des contraintes organisationnelles. Et c'est pour ça qu'on fait souvent la distinction à dire que l'entrepreneur, il doit développer des habiletés politiques au sens positif du terme, c'est-à-dire d'être capable de faire naviguer, faire approuver son projet, de recevoir l'appui à l'interne dans l'organisation pour réussir.